Bonsoir à tous, merci d'être là. Je me présente, je suis Pierre Bouvinet, donc je suis président de l'association Jules Vacheron. Et on va pas parler d'ABES tout de suite. Cette conférence va traiter de deux sujets, deux chapitres finalement. Ça va être une petite histoire. La première partie de l'histoire, ça va être sur Jules Vacheron, l'architecte qui a été mandaté par Daniel Boulard, fils des maîtres des forges à Saint-Paul-et-Dax. Et donc, il va mandater Monsieur Vacheron pour refaire le parc d'Abbesse, qui était un domaine industriel jusque dans les années 1915 à peu près. Et ensuite, le propriétaire va demander de raser un petit peu toutes ces forges et d'enlever toutes les usines et de faire un parc magnifique, digne de ce nom, puisque vous allez voir que Vacheron, dans les parcs, les jardins, c'était son domaine. Voilà. Donc on va commencer tout de suite, parce que après il va falloir libérer la salle à 18h. Donc voilà, j'ai voulu commencer cette première diapositive avec en fait tout de suite on rentre dans le vif du sujet et donc on voit que Vacheron est tout de suite comparé à le nôtre carrément. Donc c'est un extrait du magazine Via la campagne qui était un très vieux mensuel finalement qu'on retrouvait à l'époque et donc Vacheron, alors il est né en 1862, il est mort en 1925 et après, bon, ces ouvrages ont continué à pérenniser. Certains ont disparu, d'autres abandonnés, d'autres vont être restaurés. Et donc là, on avait en mai 1927 quelqu'un qui a voulu un petit peu commémorer le travail de Jules Vacheron. Donc on voit tout de suite. Je ne vais pas vous lire le texte, je pense qu'il est assez gros, tout le monde peut le lire. À l'époque, on ne disait pas architecte paysagiste, on disait carrément jardiniste. Parce qu'en fait, c'est un métier qui s'est un petit peu démocratisé, si on peut dire, puisqu'il n'existait pas avant. Les jardins pour les particuliers, c'était surtout du potager. Le jardin ornemental, si on peut dire, n'était pas du tout démocratisé. C'était quelque chose qui était réservé un peu à une élite, finalement. Et il va se démocratiser considérablement dans les années, voilà, au début de la belle époque. Donc voici le premier slide, et ensuite on va commencer l'épopée de Monsieur Vacheron qu'il a réalisé. Il a eu une ascension fulgurante. Voilà, donc un petit peu sa biographie. Comme je disais tout à l'heure, il est né en 1862 à Jussey, dans la Haute-Saône. Et donc un petit village, il va émigrer rapidement aux États-Unis parce que son papa était bien évidemment jardinier. Et il avait des propriétés avec de l'exploitation de coton, si j'ai bonne mémoire. Et donc il va apprendre l'horticulture. Il va d'abord, avant d'apprendre l'horticulture, il va quand même apprendre la botanique. Excusez-moi, la botanique. Et donc ensuite il va rester là-bas un petit moment. Et après il va revenir en France. Et puis il va être inscrit aux Beaux-Arts. Il va commencer sa petite ascension à Paris. Et il va être repéré. Il va être repéré par Alphand. Alors, voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Alphand, en fait, c'est vrai qu'il n'est pas très connu en campagne, dans toute la France, mais à Paris, il est très très connu. C'est-à-dire qu'en fait, Napoléon III va mandater le baron Haussmann pour tout ce qui est immobilier à Paris, et il va mandater Adolphe Alphand pour la partie des parcs et jardins, pour faire de Paris la plus belle ville du monde. Et il va y arriver, clairement, il va y arriver jusqu'à l'exposition universelle de 1889 avec la fameuse Tour Eiffel, qu'on connaît tous. Et déjà, Vacheron va émerger à 27 ans, on le voit. Alors, Bouvard, c'était le directeur des promenades.
à l'époque, à Paris. Et donc il va émerger déjà, et en fait, en 1891, Adolphe Alphand décède, et Jules Vachereau va tout de suite prendre le relais. Il va être nommé à la suite d'Adolphe Alphand. Donc déjà, on voit en fait à l'époque cette transmission et cette histoire de France, finalement, que Vachereau va porter sur ses épaules. On va le voir tout à l'heure, par la suite. Donc, on voit en 1900 qu'il va y avoir l'exposition universelle à Paris, où Paris va rayonner dans le monde entier, justement grâce à Vachereau. On va voir ça tout à l'heure. Et donc, on peut voir ici qu'il avait pas mal de personnes à diriger pour refaire tous les jardins. C'était une sacrée équipe. Cette fois, ça marche. Ça fait plaisir. Voilà. Donc ici, l'exposition universelle de 1900 à Paris. Donc Paris va rayonner dans le monde entier pour ses jardins. Après ce succès retentissant, Jules Vachereau va acquérir une renommée internationale et être missionné par de nombreuses personnalités influentes de l'époque, remarquées par Adolphe Alphand. 11 ans plus tôt, une personne en particulier va le remarquer de nouveau, dont on ne dira pas qui c'est pour l'instant. Vous verrez tout à l'heure, c'est pas n'importe qui. Ce sera par la suite le début d'une riche et extraordinaire collaboration. Donc ici, on peut voir en fait, là, c'est le Champ de Mars. Puisqu'en fait, alors il faut comprendre que tout ce qui est Champ de Mars, Trocadéro et Jardin de l'Arc de Triomphe, ça a été conçu par Adolphe Alphand. Ça n'a pas été conçu par Vachereau. Vachereau l'a embelli, l'a aménagé pour l'exposition universelle de 1900. Il a tellement bien fait finalement que c'est à ce moment-là où il va être repéré. Voilà, il va vivre une première consécration, si on peut dire. Et donc ici, c'est une photo vue de la Tour Eiffel, tout en haut de la Tour Eiffel, et on voit en fait ce parterre ici et là. Voilà. Et ici, vous voyez en fait les étangs artificiels qu'a conçu Vachereau sous la Tour Eiffel. Et là, on est encore une fois tout en haut de la Tour Eiffel. Donc ici, on est sur le Champ de Mars. Il va également réaménager les jardins du Trocadéro. Donc à l'époque, c'était pas le Trocadéro de maintenant, c'était pas le palais c'était le palais Chano, pardon. Aujourd'hui, c'est le musée de l'architecture, si j'ai bonne mémoire, et de la culture. Et c'était une architecture. Bon, on va pas parler du palais. On va parler vraiment du jardin qui, voilà, a été conçu par Alphand. Et donc ici, pour ceux qui connaissent Paris, enfin qui connaissent pas Paris, dont moi d'ailleurs, ici vous avez la Seine en fait, et ici donc vous avez le pont de la Seine, et juste en dessous la Tour Eiffel avec le Champ de Mars, quoi. Voilà pour Paris. On va continuer un petit peu sur Paris. Donc comme vous pouvez voir ici, donc c'est ces plans. Voilà, l'exposition universelle de 1900, Trocadéro. Et enfin voilà, l'Arc de Triomphe, qui a également été refaite, réaménagée, embellie pour l'exposition universelle de 1900. On la voit ici, juste derrière. Donc les promenades. Alors, on ne peut pas trop savoir où est-ce qu'elle était, si elle est là sur les plans ou elle est là. Bon, les plans sont extraits en fait du livre de Vachereau. Hein. Donc tout ce que vous allez voir cet après-midi, c'est extrait du livre de Jules Vachereau. Donc c'est un livre qui bien évidemment été paru en 1925. Voilà, donc on amorce un peu la fin de la première partie sur le fait que Vachereau va être très connu à Paris. Et finalement, voilà, donc la personne qui l'a repéré à l'exposition universelle de 1900, ben, c'est tout simplement Sa Majesté Léopold II de Belgique. Et donc, comme c'est mentionné, le roi Louis XIV a choisi André le Nôtre pour les jardins de Versailles, l'empereur Napoléon III choisira Adolphe Alphand pour les parcs et jardins de la ville de Paris. Sa Majesté Léopold II de Belgique ne cessera d'appeler Jules Vachereau pour les parcs et jardins de Bruxelles, ainsi que pour ses résidences personnelles. Par la suite, les conseillers de Sa Majesté feront également appel à Vachereau. Alors, pour le format de cette conférence, je n'ai pas pu intégrer tout ça parce que ça va être beaucoup trop, mais effectivement, on a tous les barons, les conseillers de Sa Majesté qui vont également faire appel à Vachereau pour ses parcs, pour leurs parcs et leurs jardins, pour en faire
des jardins magnifiques. Donc ici, vous avez en fait les parcs royaux de Sa Majesté. Alors on ne sait pas trop si c'était public ou privé. Je pense que ça devait être à l'époque quand même un petit peu privé. Je pense qu'aujourd'hui maintenant c'est public ou visitable en tout cas. Donc ici vous pouvez voir les domaines royaux de Laeken avec, voilà, c'est très ouvragé, hein. On n'a pas de photo malheureusement. Et ici en fait vous pouvez voir le Square 21 également. Donc c'est deux parcs de Sa Majesté à l'époque. Qui clairement s'inspire de Napoléon III. Hein. Il veut faire de Bruxelles la plus belle ville du monde, autant sur l'art, puisqu'on va le voir tout à l'heure, sur toutes ses formes, puisque l'art des jardins, en fait, pas que les jardins, finalement. Il y a du statuaire, il y a des jeux d'eau, il y a plein de choses. Voilà. Donc on continue avec le parc de Tervuren. Voilà, donc pour ceux qui ont un Tervuren, ce n'est pas uniquement un chien, c'est également un domaine avec un parc à l'époque qui a été réaménagé par Vachereau. Le parc de Hezel. Alors le parc de Hezel, c'est pareil, c'était un parc fait par Vachereau, un parc public. Et bon, il y a eu un drame à Hezel, on le sait, avec le stade de foot à l'époque. Voilà, mais avant tout ça, il y avait un magnifique théâtre de verdure, tout ça a été conçu par Vachereau. On peut voir ça. On peut voir sa petite signature ici. Donc vraiment l'ambition, encore une fois, hein, de Sa Majesté Léopold II de Belgique, de rayonner. Il a vu ce que Vachereau est capable de faire à Paris, et maintenant, voilà, il veut créer l'histoire de la Belgique, et de Bruxelles particulièrement. Et là, voilà, là on va arriver sur ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir le monde des arts. Et le monde des arts, voilà, ça regroupe les arts sous toutes ses formes. Et donc là, c'est assez petit sur la photo, mais ce plan, c'est un petit plan, parce qu'en fait, le monde des arts, on peut regrouper plein de choses autour. Voilà, donc ici, on a une photo des années 20 avec des bassins. Ces bassins, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose que vous connaissez à Saint-Paul-et-Dax. On va découvrir ça tout à l'heure. Mais voilà, on peut déjà reconnaître le style Vachereau. Je ne vais pas rentrer dans le sujet de cet ouvrage, parce qu'il y a eu, donc, comme il le dit dans son livre, Vachereau, ça a été le projet le plus compliqué, parce qu'il a fallu raser pas mal de quartiers commerçants, en fait, pour réaliser ce parc public destiné à l'exposition universelle de 1910. Et malheureusement, Sa Majesté Léopold II de Belgique ne le verra jamais, parce qu'il est mort en 1909. Mais par contre, il va avoir cette volonté encore de financer personnellement cet ouvrage avec ses propres deniers. Voilà, donc, et on continue, donc culminer au monde des arts pour Vachereau et pour Sa Majesté Léopold II de Belgique, ça ne suffira pas à notre jardiniste. Après une première consécration à l'exposition universelle de 1900 à Paris, il est naturellement décoré pour ses mérites dès le début de l'année 1900. Notre nouveau chevalier de la Légion d'honneur va maintenant représenter les jardins de la section française pour les expositions universelles, mais dans le monde entier. Il va porter ce savoir-faire des jardins réguliers, dit à la française, à son apogée pendant 13 ans. Il sera de nouveau décoré officier de la Légion d'honneur en 1908. Donc, pour rentrer un petit peu dans les détails, en fait, on voit qu'il a tout le temps faim, Vachereau. Hein. Il ne va pas s'arrêter comme ça. Et la seule chose qui va l'arrêter, finalement, c'est la guerre. Parce qu'en 1914, la guerre commence et les expositions universelles vont plus avoir lieu, en fait. Donc c'est ça qui va l'arrêter. Et là, donc, sa deuxième exposition universelle, où il représentera la France, c'est à Saint-Louis. On peut voir, voilà, alors, les expositions universelles consistaient à avoir un lopin de terre, en fait, et à démontrer toute la technique de l'art des jardins sur les pays. Donc on n'a pas le lauréat de qui gagner, etc. Je n'ai pas pu trouver ça, mais bon, à mon avis, il devait être bien classé. Hein. Voilà, et on continue 2 ans plus tard à Milan. Donc voilà, toujours la section française, avec la petite signature
C'est un petit clin d'œil, puisqu'en fait, elle a été retrouvée dernièrement sur l'aquarelle de Abbesse à Saint-Paul-et-Dax, dans la végétation. Elle était cachée. On l'a retrouvée il y a 3 mois de ça, ici avec un petit J, avec un V comme ça. Voilà, donc ça a été retrouvé. Donc c'est sa petite signature. Voilà, à Londres. Donc là, on voit quand même, alors, on le verra encore après à Turin, mais on voit quand même que dans les pays où il va essayer un petit peu de rentrer dans la philosophie du pays. Hein. Donc là, on voit que c'est quand même... Ça se rapproche un peu de l'architecture anglaise, tout en étant française, bien évidemment. Et puis pour la petite anecdote, les jardins à l'anglaise, hein, c'est un Français qui les a inventés. Ce n'est pas un Anglais. Il s'appelle Charles Dufrémy. Et il était. C'est une petite insiste que je me permets parce que comme on est ici à Londres et qu'on les aime bien, hein, nos amis anglais, mais en fait, à l'époque de Louis XIV, il y avait plusieurs jardiniers, il n'y avait pas que le nôtre. Et Charles Dufrémy avait inventé un style de jardin un peu plus chaotique, anarchique, où c'était un art d'imitation de la nature. Et en fait, ça n'a pas plu à Sa Majesté Louis XIV, il s'est fait virer. Et donc, voilà. Et c'est lui qui a inventé le premier style des jardins à l'anglaise. Et il sera ensuite démocratisé 30 ans plus tard, en Angleterre, par un fameux Monsieur Kent, voilà, qui va le démocratiser. On continue donc ici avec toujours la section française, mais c'est en Belgique. Et on a vu tout à l'heure, à l'exposition universelle de 1910, que Sa Majesté Léopold II avait fait réaliser le Mont des Arts pour l'exposition universelle de 1910, par Vacheroux. Et là, on voit que Vacheroux, il fait aussi des choses pour la section française. Donc aujourd'hui, on appellerait ça un petit peu un conflit d'intérêts. Mais bon, à l'époque, ça passait crème, quoi. C'était chose cool. Donc là, on voit, comme on l'a vu tout à l'heure finalement à Londres, les spirales. Hein. On va retrouver tout à l'heure les fameuses spirales de Fibonacci. Quoi. Voilà, et on continue avec Turin. Donc ici, Turin, petite découverte qui a été faite dernièrement aussi, c'est qu'ici, en fait, ce petit coin que vous voyez là, ben en fait, c'est le même coin qu'on voit à Abbesse, à Saint-Paul-et-Dax, avec les bassins en cascade. Donc c'est voilà, c'est la même chose. Donc il l'avait déjà reproduit ici. Et on continue encore en Belgique, puisque après tout, pourquoi pas, hein, il y est bien là-bas. Hein. Il a fait tellement de choses. Donc voilà, ce sera la dernière exposition universelle où Vacheroux représentera la section française et à cause du début de la guerre. Voilà, on a fini un petit chapitre et on va parler un petit peu maintenant de quelques ouvrages qu'il a réalisés dans le monde entier. Alors on ne peut pas tous les mettre, hein, bien évidemment. Il en a réalisé 126 exactement. Et donc j'ai voulu en partager au moins 3 parce que c'est quand même... faut comprendre que les expositions universelles c'est bien, mais ça n'a strictement rien à voir avec ce que demande un propriétaire pour chez lui. Et ce n'est pas un petit lopin de terre. Là, on est sur 20 hectares, en fait, donc bijoux, qui est son chef-d'œuvre. Et donc, comme on peut le voir ici, dès les premières pages de son livre, il dédie en fait ce chef-d'œuvre, son livre, à sa propriétaire, Charlotte Comte Saint-Macane. Donc, on a pu le visiter hein, avec les adhérents de l'association Jules Vacheroux l'année dernière. Il est, on peut abandonner, hein, on ne va pas se cacher. Mais bon, ça serait trop long de parler de cet ouvrage qui est gigantesque et magnifique. C'est où la Bastille de Villefranche? C'est à une trentaine de minutes d'ici. Donc vous pouvez le visiter si vous prenez contact avec l'office de tourisme. Voilà, donc c'est une propriété privée par contre. Il y a une association comme nous qui valorise le domaine. Mais bon, c'est vraiment gigantesque. Voilà, donc j'ai quand même voulu vous montrer une photo du château Bijoux, la grande descente en fait, parce qu'en fait il a fait 4 jardins hein, sur les 4 façades. Donc ici on voit donc, tout en haut, vu de la cour d'honneur, la grande descente avec des marches gigantesques
cette perspective immense qui donne en fait sur un temple ici gréco-romain magnifique avec un embarcadère ensuite. Et donc on voit ici l'étang qui était relié par plusieurs pontons, bien évidemment ornementaux, bien plus loin. Voilà, et on va faire encore un petit peu d'histoire avec un ouvrage de plus. Donc les supermarchés Potin, tout le monde a connu peut-être, je pense, à l'époque, Paris, c'était très, très célèbre. Et donc Julien Potin, fils de Félix Potin, créateur de la marque Potin, et donc va mandater, encore une fois, Jules Vacheron pour réaliser son jardin. Et donc ici, on voit, hop, ça c'est une photo en dirigeable. C'est-à-dire qu'en fait, Vacheron adorait, à la fin de ses ouvrages, prendre une photo en dirigeable. Et donc, il le fait souvent, il met une petite photo dans son livre. Voilà, ce qui montre en fait que sur le plan qu'on a ici, ben en fait, c'est la même chose en photo. Et d'ailleurs, il a également fait à Abès. Donc ici, on peut voir les deux petits châteaux de la famille Potin. Et ici, vous allez voir les photos par la suite. Voilà. Voilà, donc une partie déjà. Donc, on peut voir en fait ici, comme dans le commentaire, des marches sur l'eau. Des marches sur l'eau qui ont été reproduites également pour d'autres ouvrages. Mais il l'a reproduit ici, il l'a reproduit à Château-Bijou, et nous on a essayé de le reproduire aussi, mais on ne va pas rentrer dans les détails, parce que c'est encore en construction à Abès, et ça ne marchera pas sur l'eau, je vous préviens tout de suite. Mais ça sera des marches, ça sera une petite, une petite inspiration, voilà, sur l'ouvrage qu'on est en train de réaliser. Et on repart en Belgique. On repart en Belgique avec le château de Senef qui est encore en très bon état. Et donc, domaine colossal donc à Bruxelles, encore une fois dans la région de Bruxelles. Donc, monsieur Philipson, conseiller de Sa Majesté Léopold II, et donc qui était tellement pauvre en fait qu'il a créé sa propre banque. Et donc cette banque aujourd'hui existe toujours. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est encore une fois un domaine gigantesque. Mais voilà, on peut voir déjà ce petit parterre. Et regardez comme il est petit, on peut voir ici la silhouette d'une personne. Mais surtout, on a déjà des similitudes en fait avec le fond du jardin à Abès. Ils finissent par ce qu'on appelle en sylviculture une futée, donc un alignement d'arbres. Et donc on voit déjà cette vision de clôturer par des arbres. Alors on ne sait pas ce que c'est, mais moi j'ai ma petite idée. Comme on sait qu'on a des hêtres pourpres, on sait que Vacheron signait ses ouvrages beaucoup avec les mêmes végétaux, puisqu'on les a retrouvés également à Château-Bijou, on les retrouve à Biarritz, à Argisat-Gita. On les retrouve massivement, donc c'est toujours la même recette, entre guillemets, et on se doute probablement qu'il a mis ses hêtres pourpres ici à l'époque. Ça vaudrait le coup d'appeler le secrétariat de leur demander s'ils ont des hêtres pourpres. Et on continue, donc là, sur un autre petit chapitre, donc comment Vacheron va signer ses ouvrages finalement. Et donc je l'ai dit tout à l'heure, à Turin, il y avait en fait des bassins. Donc ici, on est au bord du lac Léman, c'est-à-dire qu'ici, vous avez les lacs Léman avec l'embarcadère. Hein, et en fait, ici, on avait encore une fois des bassins à débordement qui se déversaient directement dans le lac Léman. Là, donc pour le compte du prince Yusupov de Russie, à l'époque plus riche que le tsar lui-même de Russie, hein, donc budget encore une fois conséquent. Là, on est juste sur une façade du château, mais je peux vous assurer que quand vous voyez les plans, c'était colossal, quoi. Et on revient sur le Mont des Arts pour sa signature, puisqu'en fait, on va le voir ici, ces bassins, encore une fois, en cascade, qu'il a reproduit. Voilà. Et donc là, ici, on les voit beaucoup mieux. C'était quand même grandiose, quoi.
Et on le voit encore. Alors, je ne les ai pas tous faits, hein, parce que bien évidemment, il a reproduit ça dans le monde entier, pour plein d'ouvrages. Mais là, on le voit en fait encore d'une façon différente pour Sa Majesté Léopold II de Belgique. Donc la Villa des Cèdres en Méditerranée, hein, une villa qui vaut 250 millions d'euros. Et donc ça existe toujours. Hein. Vous pouvez la visiter hein, si vous allez en Méditerranée. Vous ne pouvez pas passer à côté des Milan, hein, finalement, parce qu'on a pas mal d'adhérents qui y sont allés. Et voilà, donc encore une fois, ces bassins à débordement en cascade. Voilà. Donc la signature Vachereau. Je vous invite à y aller, hein, d'ailleurs. Bon, après, moi personnellement, j'y suis pas allé, mais c'est très très beau. Ça a été refait. Je ne suis pas rentré dans les détails, c'est le meilleur moyen que ça dure très longtemps. Mais ça a été refait de mémoire en 2009. Et voilà, par une personne très compétente qui a également refait Arnaga en 2014. Et voilà, donc on va peut-être l'appeler pour Alès un jour, qui sait. Voilà, et donc on continue la signature de Vachereau avec ses bassins. Donc ici, on voit, alors, il avait implanté, on est sur la façade nord hein, du château d'Alès, hein. Donc il avait implanté ici probablement une espèce de pin nain. Alors là, ils ne sont pas très nains, mais ils sont quand même nains. Et voilà, donc on avait ici le Boustagnac juste en contrebas de la passerelle. Donc là, et on voit alors ces deux chemins également. Et quand on zoome, on voit même qu'il y avait une espèce de clôture ou un portail. Et cette vue qui continuait hein, finalement, on va le voir tout à l'heure. Ici, pareil, on est à peu près dans les années, je dirais 30, peut-être 40, puisqu'ici, en fait, on avait une double allée de peupliers noirs d'Italie. Encore une fois, il y a eu des signatures d'architectes. Ils font à peu près 4 mètres. Donc, on doit être à la livraison, peut-être quelques années après la livraison. On peut voir ici les acacias également. Et les fameux mamas. Et voilà, les directions Abbesse maintenant. Direction Abbesse, c'est donc le domaine industriel, comme Vachereau est mandaté. Daniel Boulard, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on voit ici toutes les métairies du domaine d'Abbesse, de l'activité sidérurgique, avec voilà, toute cette exploitation de la Garluche. Et donc Daniel Boulard va faire appel à Vachereau pour remanier tout ça. Voilà. Voilà, et voilà l'intitulé du projet. Donc, grand parc forestier, Vachereau a su prolonger avec brio la vision des jardins à travers le parc dans ses villes, comme dans les plus beaux jardins à la française. Donc, en fait, on a les jardins, le grand jardin est sur la façade est ici, les petites cascades, le bassin à débordement ici, mais on voit en fait que les lignes continuent. Voilà, même ici, sur la ligne du château. C'est toujours dans l'œil, en fait, l'œil se prolonge, c'est-à-dire qu'on a l'œil qui ne s'arrête pas au niveau des jardins, il continue dans le parc. Et ça, c'est ce qu'il a réussi à faire non seulement à Abbesse, mais pour tous ses ouvrages. Et on va le voir normalement après la photo. Et ici, on a la planche 63, en fait, dans son livre, encore une fois, avec ici la partie vraiment des jardins. Et donc le grand jardin sur la façade ici, la façade est ici, pardon, avec la futée, dont je vous ai parlé tout à l'heure de hêtre pourpre ici. Et donc ici les bassins. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce serait beaucoup trop long. Voilà le jardin à sa livraison, en tout cas proche de sa livraison. On voit ici les deux roseraies de 500 mètres carrés. Qui faisait 13 mètres de large sur environ 47 de long. On pourrait décomposer rapidement le jardin. Pour ceux qui viennent demain, d'ailleurs, on le fera. C'est-à-dire qu'on a 4 parties hein, finalement du jardin. La première, avec ici les buis et les camélias, avec des promenades sur les côtés, et un magnifique parterre devant, qui ornait la porte du château. On est sur la façade est du château ici, avec la porte juste devant. Et enfin, cette descente
qui mène à la deuxième partie, entre guillemets, avec 2 roseraies de 500 mètres carrés, avec 3 types de rosiers, des arbustes, des parterres et des arches. Et enfin, la troisième partie, un petit peu plus composite, donc avec des chemins en arrondi, les fameuses charmilles, encore une fois, des codes du jardin à la française. Et ensuite, ces charmilles, avec ces bancs, on voit au fond, se rejoignent, faisaient un petit un rassemblement d'arcs de demi-cercle, pardon, de 25 mètres de rayon, pour rejoindre le tracé axial des hêtres pourpres qu'on peut voir ici. Et on finissait encore une fois avec un parterre de roses. Et en fait, on voit exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que l'œil à l'œil, la vision continue sur peut-être 1 kilomètre, quoi. Voilà. Voilà, on a fini en fait la première partie de cette conférence sur Vacheroux. Et maintenant, on va passer à une autre association qui a quand même fait un gros travail. Et voilà, donc le titre, c'était le réaménagement des jardins d'Abbesse réalisé par les adhérents de l'association Jules Vacheroux. L'association Jules Vacheroux est née en décembre 2023 à l'œuvre à l'étude et à la valorisation des ouvrages de Vacheroux, en particulier sur le domaine d'Abbesse. Après le rachat du domaine d'Abbesse par la commune de Saint-Paul-d'Ax en 2023, l'association Jules Vacheroux va proposer un défrichage sélectif aux abords d'un bassin redécouvert par ses adhérents quelques mois plus tôt. Ce bassin de 5000 litres, initialement situé sur les plans de Vacheroux, entre les communs et les dépendances, a finalement été réalisé devant l'orangerie, elle-même ornée de 2 majestueux platanes. Il est également aligné à 2 autres bassins similaires de l'autre côté de la route sur le potager. Tous les 3 étaient alimentés par un château d'eau. Ce sera le début d'une belle histoire. Permettez-moi de vous la conter le temps d'une saison, puisque finalement, aujourd'hui, on est à peu près à un an et demi par rapport au début des travaux. Donc, rapidement, le bassin en question sur les plans est ici. L'orangerie est là. Les platanes ornent l'orangerie sur les côtés. Et ici, on a ce bassin qui n'apparaît pas, que nous, on a défriché. Et donc ici, il n'y a pas de bassin, c'est un marronnier, c'est le plus beau marronnier d'ailleurs du domaine. Et ici, on a le bassin qui est là, quoi. Le même qui est là et qui est là sur le potager, dans le prolongement. Ici, on a la maison des jardiniers et l'orangerie. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails, on va juste parler de cette section. Voilà, donc cette photo, elle est prise presque au niveau de l'orangerie, entre les 2 platanes, en hiver. Non, je ne l'ai pas marqué. Hiver 2022. Je ne sais plus. 23 24 Ouais. 2024, ouais, c'est ça. Donc on le voit, il est là. Voilà, le bassin. Ici, pour ceux qui connaissent un peu le jardin, il y a un pommier qui donne beaucoup d'ailleurs. Voilà, et au fond, on a le potager avec la route qui était ici, juste devant. La même photo prise de la route, donc on aperçoit la silhouette des 2 grands platanes. Voilà. Et donc l'orangerie, oui, fut rasée dans les années 80 pour les premiers travaux d'aménagement du golfe qui ne verront jamais le jour. Et miraculeusement, ce bassin, il n'a pas été touché, il a été épargné, quoi. Voilà le bassin, après les premiers défrichages. Donc déjà un gros travail qui a été fait, tout a été fait à la main. Et on voit pas mal de souches. Ça a été un gros travail. Printemps 2024. On voit les platanes qui sont en plein débours, donc ils sortent leurs feuilles, ils ne sont pas tout à fait sortis. On appelle ça le débours. Et ici, donc, une pose d'armature sur le bassin pour retracer l'axe du chemin qui mène à la route. Voilà, donc les premiers piquets qui sont posés. Et parce qu'en fait, on ne pouvait pas rentrer dans le bassin, c'était de la bouillabaisse. Ça fait 70 cm de profondeur. Donc on n'avait pas trop envie d'aller là-dedans, à la maison.
Donc il a fallu faire une petite armature pour monter dessus et tracer un cordeau donc, avec un piquet dans ce bassin, jusqu'à nos amis sur le potager, dans l'autre bassin, et on a mis un cordeau tout du long. Et c'est ce qui nous a permis de retracer l'axe. Voilà. Donc le chemin ici qu'on voit, qui fait 2,50 m de large. Voilà, et en fait, quand on arrache les ronces, oui, l'herbe repousse. Voilà, donc c'est les premières choses qu'on a fait. On a enlevé les souches, on a enlevé les ronces. C'est un travail d'acharnement, hein, on ne va pas se cacher. Et voilà, et donc les premiers gazons ont repoussé. Puis ensuite, on a effectivement prélevé 50 rosiers sur les anciennes roseries, puisqu'il en reste une régénération qui s'opère depuis 1986, donc il y a des dizaines ou des centaines de rosiers, donc on a pu en prélever quelques-uns. On les a installés dans l'axe ici pour remeubler un petit peu l'axe. Voilà. Et oui, ils sont les descendants de ceux qui ont été plantés il y a 100 ans. L'étude de la création d'un jardin à la française va naître progressivement. Les inspirations seront nombreuses: orangerie de Versailles, jardin de Vaux-le-Vicomte, gravure de Daniel Marot du XVIIIe siècle, jardin d'Arnaga, château bijou et bien sûr les jardins d'Abbesse. La réflexion traitera également de la réalisation de l'ouvrage, mais aussi de son entretien. Donc on est effectivement l'été, fin de l'été. Ce projet va mûrir un peu plus. On va se dire qu'est-ce qu'on peut faire, et peut-être en tenant compte bien évidemment d'un bassin au centre de cette partition, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc les premières idées ont été de faire des cadres comme ça. On trouvait que ça s'y prêtait bien en fait, au niveau de l'habillage du bassin, tout en maintenant un chemin axial, quoi. Et en fait, après, on a commencé à regarder des broderies. Alors des broderies, on n'est pas des couturiers qualifiés, compétents, mais on pouvait pas faire ça, quoi. C'était pas possible. Hein. C'était beaucoup trop compliqué et même beaucoup trop onéreux, on va pas se cacher. Mais finalement, les broderies d'Oranger de Versailles étaient un peu plus simplistes et elles n'étaient pas faites avec du buis, elles étaient faites avec du gazon. Donc c'était envisageable. Et alors, on s'y est mis, hein. On s'y est mis sans même en fait que les plans soient dessinés. On s'est dit déjà, on n'a qu'à poser les cadres en fait. Donc c'était la saison, c'était l'automne. Et la terre devenait un peu plus friable. Donc là, on démarre à l'automne. Et donc, c'est des saignées hein, qui sont faits avec des planches de bois. Et on des caisses de 10 cm. Et avec des cordeaux. Voilà. Et ensuite, un géotextile, effectivement, au fond. Et après, du caillou. Voilà, et un soir d'automne, les 2 premiers cadres seront terminés. Ils vont ensuite être ensemencés avec la fameuse graine Villemorin, celle qui gagnait les concours des jardins à la française à l'époque de Vacheron. Donc on peut voir hein, les 2 premiers cadres où le gazon repousse. Ce n'est pas le même gazon d'Abbesse, c'était un gazon, voilà. Le concours de jardin à la française à l'époque, qui gagnait. Alors là, on va perdre du monde. On va perdre du monde parce qu'on va parler mathématiques. Et on est obligé de parler mathématiques quand on commence à se lancer dans les jardins à la française. Donc ici, on a une gravure de Daniel Marot. Alors Daniel Marot, très rapidement, c'est le rival de Le Nôtre, on va dire, mais côté Pays-Bas. Donc Daniel Marot, on va dire, a fait un peu ce qu'a fait Le Nôtre pour Louis XIV, mais il l'a fait pour Guillaume III. Donc Guillaume III qui était le rival d'ailleurs de Louis XIV. Et donc ça a été finalement, on commençait à faire des recherches sur l'intérieur des cadres, quelque chose qui pouvait être agréable à l'œil. Et donc on a commencé à s'inspirer de ça. Et alors on a un adhérent qui est ingénieur en génie mécanique et qui m'a dit mais c'est des spirales de Fibonacci. Je lui ai dit c'est quoi que tu dis Et il me dit des spirales de Fibonacci. Il m'explique.
Je dis, ah ouais, c'est pas mal. C'est dit, c'est pas mal. Et alors après, le nombre d'or, hein, forcément, on est obligé de se mettre la tête dedans. Et donc le nombre d'or, aussi appelé divine proportion, est défini comme le ratio entre deux longueurs, telle que la plus grande divisée par la plus petite soit égale à la somme des deux divisées par la plus grande. Là, alors, je ne vais pas commenter cette partie, hein, je vais juste vous la dire. Est-ce qu'on pourrait y passer un moment? La suite de Fibonacci, du nom du mathématicien qui l'a découvert, est une suite de nombres entiers dans laquelle chaque nombre est la somme des deux qui le précèdent. Cette suite est liée au nombre d'or. Voilà, je ne vais pas développer plus que ça. On va peut-être demander à cette fois Philippe Ducasse, qui est professeur de mathématiques. Donc on retrouve le nombre d'or partout. On le retrouve, mais on retrouve surtout ces spirales qui nous intéressent, nous, parce qu'elles sont agréables à l'œil, en fait. Et donc on retrouve ces spirales de Fibonacci et ces proportions divines dans la nature, et dans de nombreuses formes de vie. Donc ici, on la retrouve sur un escargot. On la retrouve sur la naissance de la fougère. Elle est un des éléments incontournables depuis l'Antiquité, dans l'art sous toutes ses formes. La ferronnerie, la tapisserie, les tableaux, les broderies de buis, de fleurs, de gazon, et dans les jardins à la française. Voilà, et en hiver, effectivement, le temps est un peu maussade, et en fait, on réfléchit un peu plus à ce qu'on pourrait faire au lieu d'être dans l'action, sur le terrain. Et donc, on va dessiner en fait un petit peu une première version. Et encore, effectivement, aujourd'hui, ces liaisons sont en permanente réflexion, puisqu'il est en cours d'évolution permanente pour l'agrémenter, l'orner de plus en plus, sans que ce soit bien évidemment trop condensé, quoi. Et donc on retrouve ces spirales de Fibonacci, voilà, donc inversées, et qui convergent un petit peu vers le bassin. Voilà, et on avait, c'était ça à l'hiver, si j'ai bonne mémoire. À l'hiver, on avait terminé les 4 cadres. Peut-être on a débordé un petit peu sur le printemps. Non, on est à l'hiver, effectivement, ouais, les arbres n'ont pas encore leur feuille. Donc on avait déjà fini ces 4 cadres. Et en fait, ici, alors là on a les platanes, hein, juste là et là-bas. L'orangerie qui se tenait à peu près là. Et en fait, les 3e et derniers cadres vont venir clôturer un petit peu la partition. Parce que sinon, on ne s'en sort plus, on va jardiner jusqu'à casse-tête. Donc il faut finir cette partition. Et donc, voilà, c'était poser les cadres et ensuite pouvoir se concentrer sur ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, et effectivement, le printemps arrive et une nouvelle phase de travaux va commencer, le gazon va pousser. La confection des gabarits pour les broderies de gazon en spirale de Fibonacci dans un rectangle au nombre d'or. Donc, sur les plans originaux des jardins d'Abbesse, Vachereau avait dessiné un parterre ornemental de spirales de Fibonacci. À ce jour, nous ne savons pas si elles furent réalisées. 100 ans plus tard, l'association Jules Vachereau le réalisera. Alors, si vous voulez, cette partie, en fait, qui orne la grande descente avec les bassins, on n'a aucune photo. On ne sait pas si ça a été réalisé. Et en fait, voilà. Donc, finalement, nous, on va le réaliser. Et donc ici, vous avez un carton de 4,50 m sur 2,80 m. Donc, ce sont les proportions du nombre d'or dont on a parlé tout à l'heure. C'est un ratio. Et donc, dans ce rectangle, on va dessiner des quarts de cercle. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. C'est des spirales de Fibonacci. On pourrait les dessiner presque à l'infini, en fait. Et plus on les dessine, et plus on se rapproche du nombre d'or, en fait. Voilà les couturiers. Les couturiers d'Abbesse sur le 3e cadre, c'était au printemps, ouais, je pense que c'était au printemps, on avait bien commencé. Et puis c'est drôle la couture, quoi. Et voilà, et donc au printemps, été, ouais, printemps, puisqu'on avait tous les rosiers en fleurs, on avait bien avancé. On était loin de tous les arbres, les ronces qu'il y avait. Et on va terminer cette phase de travaux courant de l'été.
Et puis sur la fin, une fois qu'on a terminé les broderies, voilà, on a au total, c'est une liste qui est non exhaustive, bien évidemment, par rapport à tout ce qui a été fait aux alentours ou sur les contours de la partition. Mais on a mis effectivement 2 lilas ici des Indes, là j'ai très bien. Et on a mis également des Taxus baccata, ici ce sont des ifs en cône qui sont en fait la Rolls-Royce des jardins à la française. Pour le paupière, c'est un arbre qui est très longévif, qui pousse très lentement et qui est très tolérant à la coupe pour faire des formes. Les rosiers, d'Abbesse, et les petits Ilex crenata boule, qui est un substitut de buis en fait, parce que le buis est sujet à des maladies. Donc l'Ilex n'a pas ces inconvénients, il est beaucoup plus résistant. Donc le jet, effectivement, puisqu'on ne peut pas parler de jardin à la française sans jet d'eau. Et donc j'ai pas pu mettre toutes les photos des nénuphars, mais on a également mis des nénuphars. Les jardins de Gabitine à Toulousette nous ont fourni des magnifiques nénuphars adaptés à la taille et à la proportion du bassin, qui fait 3 mètres de diamètre. Voilà, donc bien évidemment, le jardin est sujet à évolution. Il y a d'ailleurs, dès le mois prochain, une nouvelle phase de travaux qui va s'amorcer. Parce que je ne vais pas revenir sur Vaux-le-Vicomte, mais en fait, en gros, ici, ça va être du caillou. Donc ça y est, ça va aboutir dès le mois, d'ici 2 mois, on va dire. Donc pour retrouver un contraste. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on n'a pas de contraste. Sur Vaux-le-Vicomte, si vous voyez, en fait, l'allée, elle est en gazonné, qui borde, mais l'allée pédestre, l'allée de rosier est en gazonné, et l'allée pédestre, elle est en caillou, pour avoir constamment contraste sur contraste. Donc ici, vous voyez que c'est en terre, mais à terme, ce sera du gazon. Et ici, ce sera du caillou. On va conserver. Mais je ne vais pas en dire plus. Je crois qu'on va finir sur ça, en fait, parce que on est pile poil dans les coups au niveau des horaires. Voilà, je voulais juste finir en remerciant, comme je l'ai fait dans nos vidéos sur le dernier épisode, tous ceux qui ont contribué à ce travail, à ce gros travail, que ce soit dans les coulisses ou sur le terrain. Merci aux adhérents, merci à la ville de Saint-Paul-d'Ax, bien évidemment, qui nous a fourni quand même du matériau pour faire ces travaux. Voilà, et puis à tous ceux qui nous ont aidés, Jardin de Gabitine à Toulousette, etc., l'entreprise Giant, notre imprimeur, Françoise, l'entreprise Giant pour les cartons, pour les gabarits, les pépinières du L'Œil, à Ugas. Et voilà, et donc tous ces gens qui nous encouragent, et surtout tous les promeneurs d'Abbesse qui passent devant et qui nous encouragent. Ceux-là, on les adore. Alors, encore une fois, merci à tous pour votre présence. Voilà. S'il y a des questions. On a environ 5 minutes.